Un grand merci au partenaire HelloFresh, grâce à qui je vais pouvoir manger autre chose que des pâtes. Plus de détails en fin de vidéo. Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal est un film américain sorti le 21 mai 2008 et le 4e opus des aventures du plus célèbre des aventuriers, Bob Moran? Indiana Jones. Ah bah oui, d'où le titre. Inspiré par les films et les sérioles de leur enfance, Steven Spielberg et George Lucas, respectivement réalisateurs d'Always et fondateurs de la société ILM en 1975, imaginèrent les aventures de cet homme qui, avec son fedora, sa veste en cuir et son fouet, s'est aussitôt imposé comme l'archétype de l'aventurier. Durant une décennie, il emmena le spectateur aux quatre coins du monde, et ce jusqu'à cette dernière croisade qui s'acheva en 1989, soit la même année de sortie qu'une autre suite au top, alors que nous maintenant on doit se contenter de ces trucs-là. Après 20 ans d'absence, le retour d'Indiana Jones sur grand écran s'annonçait tout simplement épique, George Lucas promettant que cette nouvelle aventure serait le meilleur volet de la saga. Je te faisais confiance, moi. Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal débute par une course de voiture qui nous rappelle dès les premières images qu'un maestro de la réalisation se trouve derrière la caméra, même si ça ne raconte pas grand-chose d'intéressant. Un condensé des 2 prochaines heures. Puis on retrouve Indiana qui a décidé de s'évader dans le Nevada après avoir zoné en Arizona. Enfin s'évader, il aimerait bien parce que lui et ce monsieur-là ont été capturés par la version russe de Mireille Mathieu. Mireille? Mathieu. Ah, oui. Elle est à la recherche d'un étrange objet découvert par l'aventurier des années auparavant et apparemment stocké dans cet immense entrepôt Ikea. Une fois ce mystérieux objet trouvé, Indiana profite d'une seconde d'inattention pour récupérer une arme, mais il se fait trahir par son ami. Je ne sais toujours pas qui c'est. Malgré la menace, il s'enfuit en courant sans être véritablement inquiété par ses poursuivants qui ont dû suivre le même entraînement que les Stormtroopers. Perdu dans le désert, depuis trop longtemps, il finit par tomber sur une ville qui sert de terrain d'essai nucléaire. Et comme si ça ne suffisait pas, une bombe va justement exploser. Ça, c'est pas bon signe. Effectivement, du coup, ni une ni deux, Indiana fait la seule chose sensée. Pleurer? Non, il se réfugie dans un frigo. C'était ma deuxième proposition. Et après avoir été soufflé par l'explosion, après s'être envolé dans le ciel, après un atterrissage quelque peu mouvementé, bon ça va quoi. Après tout ça, Indiana se fait laver le torse, apprend qu'il se fait virer de l'université et décide de prendre un peu de vacances. Mais alors que le train quitte la gare sans le moindre retard, C'est quand même dingue la fiction. un jeune motard du nom de Mutt l'interpelle et l'implore de l'aider. S'ensuit un long dialogue qui pose les bases de cette nouvelle aventure, à savoir que le professeur Oxley, le monsieur là et vieil ami d'Indiana Jones, s'est fait enlever juste avant de ramener un crâne de cristal à Akator. Le corsaire de l'espace? Non, rien à voir, t'as vu le film Eldorado ? Oui, super film d'ailleurs. Un peu sous-coté parce que finalement... Oui, bref, c'est pareil, c'est une cité perdue d'Amazonie. La légende raconte que celui qui rapportera le crâne à Akator recevra le contrôle de son pouvoir. Eh ben ça me fait une belle jambe. C'est vrai qu'elle est belle. Toujours est-il qu'Oxley a caché la relique avant sa capture et a envoyé à Mutt une devinette indiquant sa position. Mais aucune devinette ne résiste à Indiana Jones, pas même celle du journal de Mickey, et c'est parti pour le Pérou à la recherche du crâne de cristal avec 2 escales, car c'est moins cher. Indiana et Mutt se rendent dans un cimetière non loin des lignes de Nazca et se font aussitôt attaqué par un danseur de breakdance. Le professeur se lance à sa poursuite et arrive rapidement à le maîtriser en lui soufflant dans la sarbacane. Quelque chose à ajouter sur la taille du tuyau, Indy ? Plus les gros, mieux c'est. Heureusement que ce n'est pas un podcast. Les deux hommes s'enfoncent pendant de longues minutes dans les profondeurs de la nécropole en rencontrant tous les stéréotypes du genre. Porte dérobée, scorpion numérique, momie chelou ou encore toile d'araignée achetée à la forfouille. Alors certes, il se passe beaucoup de choses à l'écran, mais Mutt n'est pas dupe sur l'avancement du scénario. On dirait qu'on va nulle part là. Ils finissent tout de même par trouver des corps embaumés qu'ils s'empressent d'ouvrir, dégradent les momies, leur fait un gros câlin, mais par respect, ils n'emportent aucune pièce d'or. Heureusement qu'on n'en est pas des pilleurs de tombes. Oh bah oui, heureusement. Ce qui est moins heureux, c'est que les méchants russes les attendent à l'extérieur et les capturent. Direction le cœur de la forêt amazonienne où les soldats dansent autour du feu et boivent de la vodka. Évidemment. Alors que Mireille Mathieu dévoile à Indiana ce qu'elle a dérobé dans le hangar Ikea au début, un alien. C'est le point de non-retour. L'aventurier ne se montre pas des plus coopératifs, mais il va vite changer d'avis. En effet, les Russes détiennent également Marion, l'héroïne du premier film et accessoirement la mère de Mutt, mais surtout El Famoso Oxley, qui visiblement n'a plus la lumière à tous les étages, même s'il semble avoir gardé ses talents de dessinateur, leur indiquant ainsi le chemin pour atteindre Akator. Du fond de la nuit d'or. Du coup, en avant Guingamp et direction la cité perdue. Prisonnier à l'arrière d'un camion, Marion profite d'une dispute digne de la maternelle pour avouer à Indiana que Mutt est son fils. Visiblement pas très content, il se défoule sur le garde et en profite pour prendre le contrôle du camion, et c'est parti pour la scène d'action du film, même si on est plus proche des autotamponneuses au Magic World d'hier les palmiers que d'un Fast and Furious à travers la jungle. Après s'être bien amusé pendant de longues minutes, ils sortent enfin de la forêt, mais continuent de se tamponner au bord d'une falaise. Ça devient dangereux. Ça devient nul surtout.
Et puis t'es qui toi? Non, parce qu'à part te faire bolosser par Indiana, tu sers à rien. Enfin bref, alors que l'on croyait avoir tout vu, Mutt se la joue Tarzan pour rattraper les voitures, récupérer le masque et sauver tout le monde, devenant la scène la plus ridicule du film. Et pourtant, c'était pas gagné. Et alors que l'on croyait avoir tout vu, ils se font attaquer par des fourmis voraces qui ont une tendresse particulière pour la viande russe, faisant elle aussi son entrée dans le top des scènes nulles. Et alors que l'on croyait avoir tout vu, nos héros sautent de la falaise avec leur voiture, mais se font tranquillement déposer dans la rivière par un arbre très sympathique. Va falloir faire un top 50. Après tant de péripéties, Indiana et sa bande trouvent l'entrée d'un temple. Ils le visitent pépouze, mais se retrouvent rapidement bloqués par une énigme, puis par une autre. C'est un escape game en fait. Mais visiblement pas le plus recherché puisqu'il déverrouille très vite les mécanismes, accédant à la dernière salle où trônent des squelettes dont un où il manque un crâne. Malheureusement, ils se font une nouvelle fois rattraper par Mireille Mathieu qui s'empare du crâne et le remet à sa place. Tout content d'avoir retrouvé sa tête, le squelette communique avec eux par télépathie. Ils veulent nous faire un cadeau. On peut leur demander d'arrêter le film. Dites-moi tout ce que vous savez. Tant pis. Le temple commence alors à s'effondrer et laisse entrevoir un vaisseau spatial qui se cachait là depuis des milliers d'années. Les héros en profitent pour s'enfuir, en essayant au passage de sauver ce gars, mais il n'a pas l'air d'avoir très envie de vivre. T'en fais pas, ça va aller. Mais t'es qui bordel? Du coup c'est ciao, tout comme Mireille Mathieu qui fait face à E.T. qui depuis 1982 a bien grandi, avant de partir en fumée. Une fois à l'extérieur, ils assistent à la destruction d'Akator, de bâbord à tribord, la cité laissant place à un vaisseau qui s'envole dans l'espace. Dans l'espace, entre les espaces. Si c'est pour dire ça, il valait mieux rester muet. Sans transition, Indiana et Marion se marient, les invités applaudissent l'arrivée prochaine du générique, Mutt est sur le point de mettre le fedora de son père, mais en fait non, et c'est la fin d'Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Ça y est, on l'a fait! Bon, bah maintenant faut que je range. Que ce soit sur YouTube, Instagram, Twitter ou Skyblog, ce Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal est sans aucun doute la suite de trop que vous m'avez le plus demandé. Et pourtant, il aura fallu attendre 23 vidéos, sans doute effrayé à l'idée de vous décevoir après tant de... Bon, j'avais pas envie de le revoir, d'accord? Car au-delà d'être une suite de trop, cette quatrième aventure est l'une de mes plus grosses déceptions cinématographiques. Je me souviens encore de ce soir de juin 2008 au cinéma Ariel de Toulon. J'ai acheté ma place lorsqu'un homme sortit brusquement de la salle en criant « Mais quelle merde !» Au moins, il a été honnête. Une amertume que j'ai également ressentie lors du générique, le résultat n'étant pas à la hauteur de cette trilogie qui a bercé mon enfance à une époque où les chaînes ne diffusaient qu'un film par semaine. Une époque où l'on devait attendre 7 jours pour connaître la suite, amplifiant la joie de la découvrir alors qu'aujourd'hui, tout est si facilement accessible. Comme quoi, c'était mieux avant. Enfin... Entre les fois où on oubliait, celles où mes parents regardaient finalement autre chose ou celles où je préférais parcourir les rues de Bayview, j'ai dû attendre d'avoir le DVD pour enfin découvrir la trilogie dans son intégralité. Et pourtant, ce Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal n'est guère différent de ses prédécesseurs, celui-ci reprenant tous les éléments qui ont fait leur succès au sein d'une structure narrative en 3 étapes, à commencer par sa scène d'ouverture. Dès les premières secondes, chaque film nous plonge dans l'aventure avec un grand V, avec ses environnements dépaysants et ses séquences d'action démontrant tout le courage du héros, emporté par le thème emblématique de John Williams. Un héros dont l'identité ne se dévoile qu'après de longues minutes, dissimulé par un cadrage millimétré, un positionnement dos à la caméra et des jeux d'ombre ne laissant entrevoir que sa silhouette, iconisant sa première apparition. Élégant en tant que professeur, intrépide en tant qu'archéologue, cet homme attire tous les regards, surtout lorsqu'il fait tomber la chemise, à tel point que certains n'auraient pas été contre un petit coup de fouet. On s'égare là, non? Dernier rempart contre le mal, il fait preuve de bravoure pour sauver l'humanité, n'hésitant pas à se servir autant de ses muscles que de sa tête pour se sortir des situations les plus délicates avec une petite pointe d'arrogance. À côté de lui, nous ne sommes que des fillettes. Tu as raison, Belloc, mais bien qu'il soit difficile de s'identifier à un héros dont le seul défaut semble être n'avoir que des qualités, Non, ça va. le personnage possède une certaine fragilité et sensibilité qui le rendent aussitôt attachant. Véritable modèle dans le cinéma d'aventure, de nombreuses productions tenteront de copier son style, parfois avec succès et parfois moins. Preuve que si sur le papier la réussite du personnage s'explique par son écriture, une fois à l'écran, celle-ci repose sur le charisme de son interprète. Enfin, je veux dire, on ne s'impose pas Indiana Jones. Ça me fait beaucoup de peine ce que tu dis là. Débutant sa carrière en 1966 avec des apparitions sans même être crédité au générique, Harrison Ford renonce rapidement à son rêve d'acteur pour devenir charpentier. Malgré quelques grands rôles dans de petits films ou de petits rôles dans de grands films, c'est bien sur un chantier au Samuel Goldwyn Studio qu'il fait la rencontre de George Lucas, futur fondateur de la société ILM en 1975. Ébloui par sa charpente, À défaut de l'être par sa filmographie. ce dernier lui propose son premier vrai rôle au cinéma dans American Graffiti,
Galaxy, mais surtout il l'impose au studio face à de grands noms comme Kurt Russell, Christopher Walken ou Al Pacino afin d'interpréter Han Solo dans un film auquel personne ne croyait, rôle qui fit d'Harrison Ford le contrebandier charpentier le plus célèbre de la galaxie en 1977. Conquis par son interprétation, Steven Spielberg souhaite faire de lui le héros de son prochain film. Une ambition que ne partage pas George Lucas, craintif à l'idée que cette nouvelle notoriété ne vienne desservir le personnage. Mais le destin décida pour lui après le refus de Tom Selleck, trop occupé au volant de sa Ferrari 308 GTS. C'est ainsi qu'en 1981, Harrison Ford revêt son plus beau fedora afin d'incarner l'indémodable Indiana Jones. Durant une décennie, l'acteur alterne entre les deux sagas qui font de lui une icône du cinéma, mettant à profit ses connaissances pour trouver le Graal. C'est la coupe d'un charpentier. Malheureusement, celle-ci éclipse ses autres projets, tantôt ambitieux, tantôt plus intimistes, dont l'un d'eux lui vaut une nomination aux Oscars qu'il n'a pas gagné. Merci quand même. Déchargé de ces deux trilogies, Harrison Ford enchaîne les rôles avec beaucoup de succès dans les années 90, et un peu moins par la suite, si ce n'est en renouant avec ses rôles passés pour le meilleur et pour le reste. Pourtant, la scène d'ouverture de ce royaume du crâne de cristal s'avérait prometteuse, celle-ci sublimant les éléments qui ont fait le succès des précédents. Conscient que le spectateur attend son retour depuis près de 20 ans, Steven Spielberg étire l'introduction de son héros en nous montrant son indissociable fedora, puis sa silhouette reconnaissable entre mille, avant d'enfin dévoiler son visage accompagné par son thème légendaire. S'ensuit une scène d'action spectaculaire dans un lieu qui ravira les fans de la première heure. Fusillade, course-poursuite, baston, explosion, tout y est avec en prime quelques notes d'humour bien amenées et un clin d'œil peu subtil mais diablement efficace. Aussi iconique que celle des aventuriers de l'Arche perdue, aussi amusante que celle du Temple maudit, aussi haletante que celle de la dernière croisade, la scène d'ouverture du royaume du crâne de cristal n'a clairement pas à rougir de ses prédécesseurs et demeure même selon moi la meilleure de la saga, du moins jusqu'à jusque-là quoi. Bon, faut que je vous le dise. Je ne comprends pas pourquoi ce passage a suscité autant de réactions, alors que le film a déjà l'honnêteté de nous prévenir. Mais surtout, chaque film possède sa petite scène invraisemblable. Bon, ça ne la rend pas meilleure. Je m'étonne juste que l'histoire ait retenu cette séquence en particulier, alors qu'en termes d'absurdité, ce quatrième opus est un buffet à volonté, notamment dans sa seconde partie où Indiana Jones part à la recherche du crâne de cristal. La quête d'un objet mystique a toujours été le cœur de l'intrigue, point de départ d'une folle aventure aux quatre coins du globe. Que ce soit en plein désert égyptien, dans la lagune de Venise ou sur l'eau sacrée d'un fleuve indien, Indiana Jones est une ode au voyage. Voyage. Plus loin que la nuit et le jour, Même si c'est moins vrai dans le Temple maudit. mais celui-ci possède d'autres qualités, comme cette plongée au cœur de l'Inde rurale, bien qu'assez stéréotypée, et son palais qui porte le même nom qu'un jour férié. La pancote. Toujours est-il qu'à travers ce périple, ces films nous offrent de merveilleux décors naturels, sublimés par la mise en scène de Steven Spielberg qui n'hésite pas à user de plans d'exposition pour nous faire profiter de leur incomparable beauté, avec en prime des transitions devenues cultes. Des transitions que l'on retrouve bien évidemment dans ce quatrième opus, À défaut de voyager. en choisissant de focaliser toute son action dans une infime partie de l'Amérique latine, le long métrage est assez avare en découvertes. Outre le fait que si je veux voir des arbres, je n'ai qu'à sortir des sentiers battus du bois de Boulogne, Ne le faites pas. le long métrage nous fait explorer qu'un cimetière proche des lignes de Nazca et une cité inexistante, ou plutôt nous fait explorer les studios de Los Angeles avec des décors certes impressionnants mais qui ne remplaceront jamais l'authenticité des décors naturels. Coïncidence rigolote qui n'en est peut-être pas une, Mais moi, je sais pas. ces lieux ne sont quasiment jamais mis en valeur par des plans d'exposition, sauf une fois, voilà, profitez. La caméra se contentant de rester proche de ses personnages, à croire que Steven Spielberg n'avait pas spécialement envie de nous en montrer davantage. Ainsi, contrairement au précédent volet qui appelait au voyage, Voyage. dans l'espace inouï de l'amour, ce royaume du crâne de cristal ne possède aucun environnement qui donnerait envie au spectateur de tout plaquer, prendre son sac à dos, un billet d'avion et de partir à l'aventure. Ça tombe bien, j'ai pas d'argent. Un voyage qu'Indiana n'est pas le seul à entreprendre, la valeur inestimable de ses reliques, ainsi qu'accessoirement leur pouvoir capable d'anéantir l'humanité, étant source de convoitise. En effet, il doit faire face à d'autres archéologues prêts à tout pour servir leurs propres intérêts, même si pour cela ils doivent s'associer avec le mal. Une menace dépendante du contexte historique afin d'ancrer ce récit dans le réel, expliquant ainsi leur origine allemande. Tous les Allemands ne sont pas nazis. Oui, je connais cette théorie. Ainsi, le professeur Jones affronte des antagonistes manichéens dont la seule volonté est de servir leur idéologie, souvent par l'intermédiaire de la force. Même si c'est moins vrai dans le Temple maudit. Mais celui-ci possède un méchant tout aussi cruel, si ce n'est plus. Il est donc tout à fait normal que ce quatrième opus s'adapte à son époque de guerre froide et nous propose une toute autre menace en la personne de Mireille Mathieu, qui en réalité s'appelle Irina Spalko. Mais on s'en fout. Car qu'importe son prénom, celui-ci ne restera pas dans les annales de la franchise, mais peut-être bien dans celui des fans.
Quoi, on dit des anneaux? Pleine de promesses sur le papier avec sa maîtrise du sabre ou ses pouvoirs télépathiques, une fois à l'écran, ses compétences sont inexistantes. Par contre, son manque de charisme lui est bien présent, et ce malgré le choix de Cate Blanchett pour l'interpréter, une actrice dont le talent n'est plus approuvé. Le personnage ne conserve finalement qu'une seule caractéristique de ses prédécesseurs, celle d'être caricatural. C'est pas vraiment la meilleure des caractéristiques. Et ce n'est pas son bras droit qui apportera un quelconque danger pour nos héros, puisqu'en plus d'ignorer son nom, tout comme son utilité finalement, ses apparitions se résument à lasser ses chaussures comme Franklin, lassant le spectateur par la même occasion, et à ce combat à l'issue tout aussi prévisible que ridicule. In fine, la menace est quasi inexistante, preuve que pour Indiana, il n'y avait pas de quoi se faire une montagne. Même si elle est russe. Leur présence ne sert qu'à justifier cette succession de péripéties guère originales, comme cette sempiternelle capture du love interest du héros. Un stéréotype déjà exploité dans les précédents volets, l'aventurier ayant déjà sauvé Marion, sauvé Elsa et sauvé Willy. Néanmoins, résumer leur rôle à ce cliché de la demoiselle en détresse serait une erreur. Outre leur charme indéniable auquel Jones ne restera pas indifférent, prouvant que derrière ce torse velu se cache un petit cœur sensible, ces femmes prennent pleinement part à l'aventure et font preuve de courage pour combattre le mal, sauvent Indiana d'une mort certaine et apportent certains rebondissements inattendus. Même si c'est moins vrai dans le Temple Maudit. Mais Willy possède d'autres qualités comme... Bon, heureusement il y a 2001. Je suis peut-être idiote, mais je... Non mais y a pas de mais, t'inquiète pas, bah. Bien que le fait de retrouver l'héroïne des aventuriers de l'Arche perdue dans ce 4e opus va à l'encontre de l'aspect standalone de la licence, j'admets avoir été très enthousiaste à l'idée de la revoir. Un enthousiasme éphémère, le personnage ne ressemblant plus du tout à la Marion que nous connaissions. Et je ne dis pas ça par rapport à l'âge. Enfin, ça reste une très belle femme, c'est ça que je voulais... En fait, ce que je vais dire, je vais me taire, en fait. Ses apparitions sont anecdotiques, son influence sur le cours des événements est inexistante, sa relation avec Indy est inexploitée puisque leur amour renaît en une simple phrase pour aboutir à un mariage incompréhensible. Bref, elle est là, quoi. Après, pas certain que de la faire apparaître en milieu de film, avant une longue séquence d'action, dans un groupe déjà surchargé en protagonistes, soit la meilleure option pour développer sereinement le personnage. Enfin, moi je dis ça... D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le film s'embarrasse avec tant de personnages secondaires, à commencer par John Mutt, dont la présence se résume à cette passation de flambeau avec son père. Une raison d'être qui dans les faits n'a aucun sens, puisque sans Indiana Jones, pas d'Indiana Jones. Pas de palais. En plus de souffrir de la comparaison avec celle de la dernière croisade, cette relation ne fait ni évoluer l'intrigue, ni leur arc narratif. Indiana ne devient pas un meilleur père, et Mutt conserve la même utilité. C'est-à-dire aucune. On retrouve également le professeur Oxley, dont les lignes de dialogue n'ont pas dû demander trop de mémoire à John Hurt, mais qui aura réussi à m'arracher un léger sourire, son nom me faisant penser à un Pokémon issu de la meilleure génération. Who's that Pokémon? Et enfin lui. Je ne saurais jamais qui c'est. Difficile donc de ressentir une quelconque empathie pour ces personnages, et par conséquent un quelconque intérêt pour leur devenir. Un des intérêts qui, couplé à un héros immortel et à une menace inexistante, annihile tout enjeu lors de cette scène d'action dantesque clôturant le 2e acte. Durant plus d'1 quart d'heure, le film nous noie sous un déluge d'action non-stop qui, du fait de son trop grand nombre d'intervenants, enchaîne les points de vue de différents personnages quitte à perdre le spectateur. Et même si une telle chorégraphie a dû demander un travail de préparation titanesque, déjà... C'est pas mon problème. Et surtout, cela dilue l'impact d'Indiana Jones dans une succession de scènes où il n'est plus le héros, alors qu'il a toujours été au centre de ces séquences rocambolesques. Véritable aventurier contre tout guerrier, il multipliait les instants de bravoure pour nous offrir ces moments cultes du 7e art. Même dans le Temple Maudit. Bon, cela reste tout de même agréable à regarder grâce à une mise en scène soignée, assurant une parfaite continuité dans l'action, et grâce à un montage dynamique qui ne tombe jamais dans le surcotage, mais de la part d'un des réalisateurs les plus influents de l'histoire du cinéma, c'est un minimum. Alors que, si ça avait été fait par Paul W.S. Anderson, on aurait crié au génie. Certes, dit comme ça c'est triste, voire quelque peu injuste, mais enfin c'est comme ça. Après, à sa décharge, tout son talent n'aurait pas suffi à éviter ce petit rictus moqueur lors de ses passages à l'absurdité déconcertante qui ferait presque passer ce moment-là pour une trouvaille. Surtout qu'à la différence de ce dernier, leur médiocrité est accentuée par celle des effets numériques, oubliant que l'efficacité des cascades dans les œuvres précédentes résidait également dans leur authenticité. Baignant dans une lumière vive bien trop artificielle, ceci dénote avec l'éclairage des personnages et abuse des lens flares comme si nous étions dans un film de J.J. Abrams. Un résultat d'autant plus flagrant que le montage alterne les plans tournés avec des décors en studio et ceux tournés sur fond vert. Un choix esthétique de la part de... J'arrive pas à le dire, ça me fait trop mal au cœur. De cette société fondée par George Lucas en 1975, qui s'explique certainement par cette volonté de reproduire la colorimétrie du long métrage. Une colorimétrie qui joue fortement sur les contrastes, surexpose certaines
scène au point de cramer l'image, d'où l'absence de détails sur cette zone, le tout avec un léger grain qui fait le charme de la pellicule. Loin d'être un simple détail, ce parti pris confère au long métrage une identité particulière. Particulièrement moche surtout. Eh bien ça dépend avant tout des goûts et des couleurs. Ce qui est certain en revanche, c'est que celle-ci s'éloigne de la trilogie originale, accentuant un peu plus ce décalage entre ce quatrième opus et le reste de la saga. Un rendu justifié par le fait que Douglas Locombe a laissé sa place à Janusz Kaminski, directeur de la photographie sur la plupart des films de Spielberg depuis la liste de Schindler. In fine, entre l'absence d'enjeu, d'authenticité et de bonnes idées, cette séquence d'action flirte dangereusement avec la suspension consentie de l'incrédulité des spectateurs qui auront oublié d'éteindre leur cerveau, du moins pour ceux qui en ont un. Hein? Une suspension de l'incrédulité qui sera une fois de plus soumise à rude épreuve lors de la dernière partie du film, celle où le pouvoir de l'objet tant convoité se retourne contre les antagonistes lors d'un climax frôlant avec l'horrifique qui a terrifié le petit garçon que j'étais, ce même petit garçon qui a été terrorisé par le monstre sous son lit. Que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Un schéma en tout point respecté dans ce royaume du crâne de cristal, la méchante se faisant anéantir par ce pouvoir qui la dépasse dans une scène tout aussi traumatisante que ses aînés. Mais pas pour les mêmes raisons. Oui, car entre la débilité du dénouement, le design de l'alien dessiné par un enfant de 8 ans ou par mes soins et ce déluge d'effets numériques indigestes, la seule façon d'éviter les cauchemars est de fermer les yeux. Alors certes, le surnaturel a toujours fait partie de la saga, mais là où l'Arche d'Alliance, les pierres de Sankara ou le Graal sont liés aux croyances, les aliens eux font partie de la science-fiction. Ben, c'est pas pareil. En fait, c'est que... T'en as d'autres des questions connes? Plein. Toujours est-il que ces objets possèdent une aura mystique pleine de mystère, là où la figure de l'alien n'a plus aucun secret, celle-ci ayant été surexploitée dans toutes ses formes, toutes ses tailles et toutes ses couleurs. Alors je n'ai rien contre eux, mais ils n'ont clairement pas leur place dans Indiana Jones, et leur présence, qui plus est montrée de manière si brutale, fait exploser la suspension d'incrédulité du spectateur. Perso, ça fait un moment que la mienne est partie faire un tour. De toute évidence, le scénario n'est pas la première qualité du long métrage. Ni la seconde d'ailleurs, ni la troisième, ni même la... Bref, c'est de la merde. Et pourtant, celui-ci est signé par David Koepp, un homme dont le talent n'est plus approuvé, avec notamment l'un des plus grands films de tous les temps. Après, il serait intéressant de connaître son degré d'implication sur ce film, ce dernier s'étant basé sur un scénario maintes et maintes fois réécrit depuis la première version de 1995, alors que de meilleures alternatives existaient déjà, mais bon bref, elle-même basée sur une grande idée de George Lucas. Et il est content. Vous l'aurez compris, avec cette nouvelle aventure, Indiana Jones ne nous emmène pas uniquement au royaume du crâne de cristal, il nous emmène aussi au royaume de l'insignifiance. Et pourtant, la première demi-heure était pleine de promesses, que le long métrage ne tiendra jamais, la faute à cette petite idée insufflée par un producteur dont la destruction de ses licences semble être devenue sa spécialité. Tu me fais honte. Entre l'engouement populaire autour de la trilogie et l'interminable attente depuis la dernière croisade, il n'est guère étonnant que cette quatrième aventure ait été une grande désillusion, tout comme il n'est guère étonnant qu'il soit devenu le volet le plus rentable. Pour l'instant. Oui, car plus de 40 ans après sa première apparition, le plus célèbre des aventuriers revient sur grand écran. Je n'espérais plus jamais te revoir. Eh bien moi non plus, du moins jusqu'à ce que la bande-annonce ravive une flamme que je croyais bien éteinte, à la différence que cette fois, je m'attends à tout. Ou plutôt à rien. Mais qu'importe la qualité de ce nouveau volet, même si bon je préférais qu'il soit réussi, il sera un prétexte supplémentaire pour revoir cette fantastique trilogie, tout comme l'aura été cette chronique sur ce Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal qui, à défaut d'avoir sa place dans un musée, occupe une place de choix dans cette belle aventure qu'est la suite de trop. Vous avez un téléphone ou un ordinateur? Oui, Vous avez internet? ça dépend du réseau. Vous aimez manger? Disons que ça peut être utile quand même. Eh bien avec HelloFresh, il vous suffit de vous connecter à leur site ou à leur application mobile pour commander des repas délicieux parmi une large sélection de plats avec du Nutri-Score A ou B, du Veggie au Calorie Smart. Avec HelloFresh, fini les courses du samedi matin puisque vous recevrez directement chez vous les ingrédients, même le week-end. Non mais vous avez vu ma box? Elle est belle, hein? Et elle est encore plus belle à l'intérieur avec la quantité idéale de produits frais faciles à préparer grâce à des fiches recettes illustrées avec de très jolis dessins. Et vous savez que le dessin, ça me connaît. Parfait pour éviter le gaspillage tout en faisant vous-même de bons petits plats dignes de Top Chef afin d'impressionner vos proches pour seulement 3,60 € par repas. En plus, votre abonnement est totalement flexible. Vous pouvez le mettre en pause ou le désactiver quand vous voulez ou encore modifier les portions à votre convenance. Cliquez sur le lien dans la description pour bénéficier jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières box HelloFresh, 3 cadeaux et la livraison gratuite avec le code LASUITEJUIN, valable en France et Benelux pour tous nouveaux clients et clients ayant annulé leur abonnement depuis au moins 1 an.